Ça y est, Formula One 2024 est sorti. Alors on a joué au jeu 3 jours avant tout le monde sur twitch.tv/clippy__, pas parce qu'on est quelqu'un de particulièrement cool et qu'on nous a donné une clé, mais parce qu'on a payé le jeu beaucoup trop cher. Et on reviendra sur le prix du jeu parce que c'est quelque chose d'assez indécent. Et des quelques streams qu'on a fait, on a pu se décider si, oui ou non, le jeu était bon. Est-ce que, oui ou non, le jeu répond à mes attentes, ces mêmes attentes que j'ai confiées face caméra il y a pas longtemps. Et est-ce que le jeu méritait effectivement tout le tollé qu'il a pris en début de semaine dernière. Transition toute trouvée pour parler effectivement du modèle de conduite. Ah là là, on dirait que j'écris mes scripts, c'est incroyable. Plutôt que de bêtement vous dire ouais, le modèle de conduite est bon, c'est vachement différent de l'année dernière, ou de vous dire ouais, le modèle de conduite est nul à chier, c'est vraiment très différent de l'année dernière. Ce serait une énorme erreur parce que je prendrais quelque chose qu'on appelle une opinion et que je le présenterai devant vous comme si c'était un fait. Et les opinions et les faits sont deux choses distinctes. Ça, l'internet a besoin de l'entendre, hein, même s'il le sait déjà. Je vais vous décrire le modèle de conduite et je vous laisserai tirer vos propres conclusions, tout en vous disant avant toute chose que le mieux c'est encore que vous essayiez parce que c'est vrai qu'il est polarisant. Il y a des gens qui l'adorent, il y a des gens qui le détestent, et il y a très peu de gens au milieu qui trouvent ça osef. Le modèle de conduite est beaucoup plus permissif et beaucoup plus pointu que les années précédentes. On retrouve quelque chose qui est beaucoup plus casual, et c'est pas un gros mot, arrêtez d'emmerder les gens qui veulent jouer de manière occasionnelle. On n'a pas tous 400 heures injectées dans le jeu dès la première journée, calmez-vous. L'avant de la voiture est beaucoup plus pointu, l'arrière a beaucoup plus de traction. Overall, à l'inverse de ce que j'ai vu sur internet, mon ressenti c'est que si t'exagères pas tes mouvements, c'est excessivement stable, et le jeu pardonne beaucoup, notamment au niveau des vibreurs qu'on peut vraiment escalader. Réaliste? Non. Fun? Ouais, sans déconner, moi je m'amuse. Ça c'est pour la conduite des Formule 1. La conduite des Formule 2, elle, est un petit peu plus... avec l'arrière qui accroche beaucoup moins que l'avant et les voitures qui glissent beaucoup plus. Mais c'est peut-être des caractéristiques qui sont là pour rendre plus vraisemblable la conduite, j'en sais rien, j'ai jamais conduit de Formule 2 de ma vie. Ni de Formule 1 d'ailleurs. C'est pour ça que je suis surpris quand des gens disent que c'est pas réaliste, parce qu'il y en a quand même beaucoup parmi vous qui ont l'air d'avoir conduit des Formule 1. Le modèle de conduite a l'air d'avoir été beaucoup plus influencé par la conduite manette que par la conduite volant. Alors j'ai eu justement l'occasion d'y jouer en stream avec ce Camus des DWB et j'ai aussi eu l'occasion d'y jouer hors stream avec la manette. Et on sent effectivement que l'emphase a été mise sur les joueurs manettes et pas tellement sur les joueurs volants. Ce qui devrait surprendre personne puisque c'est un jeu à licence et par conséquent un jeu grand public. Faut pas oublier que les jeux à licence sont pas juste un moyen de capitaliser sur une licence parce que oui, les fans dépensent de l'argent. Je pense que c'est admis quand tu payes à peu près 80 € pour un maillot d'équipe, que ce soit Formule 1, foot ou n'importe quoi d'autre. On est des gros pigeons, oui. Mais c'est aussi parfois un moyen de promouvoir la licence. Il y a des gens qui s'intéressent au foot par le biais des jeux, il y a des gens qui s'intéressent à la Formule 1 par le biais des jeux. Moi par exemple, mon histoire d'amour avec la Formule 1 a commencé sur Formula One, sur PS1. Je suis pas si vieux que ça, c'est promis. Hein. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent que le jeu n'a pas l'air assez réaliste et que ce n'est tout simplement pas une simulation. C'est en tout cas ce que j'ai pu voir, ce qu'on a pu me dire, et je comprends pas d'où vient cette attente. Je veux dire, ça s'est jamais vendu comme une simulation, Formula One, et vous attendiez à quoi? C'est au Corsa 2? Non, parce que l'attente d'avoir un jeu avec des emprunts au monde de la simulation est tout à fait logique. Parce que Formula One se cale dans la même catégorie que Gran Turismo, Forza Motorsport, etc. C'est-à-dire des jeux qui sont avant toute chose des jeux avec des empreintes de simulation. Je refuse d'appeler ça un simcade parce que c'est un porte-manteau de merde et que ça définit pas vraiment jeu, et je refuse d'appeler ça un jeu d'arcade. Ça fait aucun putain de sens. Pour moi, un jeu d'arcade, c'est Outrun. Encore une fois, je ne suis pas si vieux, mais effectivement, c'est pas une simulation. Ça s'est jamais revendiqué comme tel. Depuis 2010, la tagline sous le jeu, c'est The Official Formula One Video Game. Video Game, not the Official Formula One Simulation. Parce que là, à l'inverse de Gran Turismo, que pourtant j'aime beaucoup, le marketing n'est pas trompeur. Et si je comprends qu'il y en ait plein parmi vous qui voudraient une expérience qui est la présentation de Formula One, hein, tout le petit enrobage là au chocolat, et la conduite d'un Assetto, eh ben c'est très clairement pas le soft qu'on nous propose aujourd'hui. Parce que c'est un jeu grand public. Et que si on fout dans les mains du grand public une simulation avec une très grosse courbe de difficulté parce que d'entrée de jeu faut que tu apprennes à conduire, et ben tu risques de rebuter beaucoup de gens. Par conséquent, tu risques de rebuter beaucoup d'acheteurs potentiels, et puis même en termes de game design, ben ça se fait pas trop quand tu vends un jeu et pas une simu. Alors en ayant quand même beaucoup d'heures sur des simulations variées, je sais que j'ai que 400 heures sur R-Factor Steam, mais l'édition pas Steam, c'est celle où c'est avec un CD physique, une boîte. Je suis pas si vieux, encore une fois. Je dois avoir pas loin de 2000 heures dessus parce que je l'ai acheté en 2012 et j'ai beaucoup joué. Alors j'aime les simus, qu'elles soient auto ou avion, mais j'aime aussi parfois des expériences un petit peu moins prises de tête. Et si j'entends qu'il y a des gens qui aimeraient un soft plus orienté simulation, mais avec la licence officielle de la Formule 1, rappelez-vous de ce qui s'est passé avec Le Mans Ultimate, qui est un jeu qui a quand même basé son marketing sur une approche grand public, et qui au final n'est absolument pas grand public, puisqu'il s'agit d'R-Factor 2 avec une couche de peinture.
et que ouais, du coup, y jouer manette, c'est plutôt nul à chier comme expérience, effectivement. Moi, personnellement, j'aime beaucoup le modèle de conduite de Formula One 2024. Il y a plein de gens qui vont me dire que mon opinion est erronée, oubliant bien sûr qu'une opinion, c'est une opinion, et par conséquent pas une faculté. Et ce que je vous recommande, encore une fois, c'est de gratter le jeu si vous pouvez. Il y en a beaucoup parmi vous sur Twitch qui n'avaient pas l'air au courant qu'effectivement, vous pouvez acheter un jeu sur Steam, et si le jeu ne vous plaît pas, demandez un remboursement. Faites vos recherches sur Google, je vous jure, c'est faisable. C'est même très simple. Si vous faites partie des gens qui vont l'acheter sur console, peut-être envisager d'acheter la version physique sur Amazon et de le renvoyer si le jeu vous convient pas. Je crois que vous avez quelque chose comme 10 jours après l'achat, c'est pas... Parce que le modèle de conduite est polarisant, même si ceci dit, il risque encore de changer. Entre la bêta, dont j'ai eu des échos, la preview, qui est celle que les influenceurs ont eu dans les mains, et la version Early Access que moi j'ai maintenant avec le EA Play, mes couilles payent trop cher et joue au jeu, apparemment il y a déjà eu des modifications. Le build de la bêta et le build actuel ont l'air très proches. Par contre, le build qui a été donné aux influenceurs, lui, a l'air totalement putain de différent. Et on a eu confirmation sur Twitter il y a pas longtemps qu'effectivement, Codemaster, qui je vous le rappelle sont les développeurs et Electronic Arts sont les éditeurs, c'est deux choses distinctes. Bref, on a entendu de Codemaster qu'il y aura une mise à jour post-lancement qui va fixer les problèmes qui sont actuellement décriés par les influenceurs. Au début, j'allais partir dans une énorme tangente sur le fait qu'on ne demande pas à Lance Armstrong quel vélo acheter, parce que nous, on fait pas le Tour de France, on va chercher le pain, on va à l'école ou au travail avec, et que par conséquent, demander leur avis aux joueurs e-sport, c'est généralement contre-productif, parce que eux vont avoir tendance à vouloir quelque chose qui ressemble beaucoup plus au jeu précédent, parce que c'est une méta qu'ils comprennent et qu'ils vont pas vouloir réellement faire évoluer, que ça peut être propice à l'exagération, mais en ayant écouté beaucoup plus d'arguments de leur côté, je pense plus trop ça. Et puis il y a autre chose aussi. Je me suis demandé, en voyant quelques MP leakés, et je mettrai pas ça à l'écran parce que c'est pas légal, le saviez-vous, je suis en train de me demander si, en fait, tout ça c'est pas un gros coup marketing. Je suis en train de me demander si, effectivement, on n'a pas filé aux influenceurs des builds complètement nuls à chier volontairement, ou pire encore, si on leur a pas demandé d'exagérer complètement la conduite dans ces builds-là, pour ensuite pouvoir faire un 180 et dire « On vous a entendu, on va changer le modèle de conduite pour que ce soit mieux !» Et finalement, faire des ajustements mineurs qui seraient pas tellement différents du modèle de conduite qu'on a là maintenant tout de suite. J'ai aucune preuve de ce que j'avance, je pense même pas que c'est vrai, et je sais que c'est un petit peu complotiste de ma part, mais je suis quand même extrêmement surpris de la dichotomie entre ce que les influenceurs disent actuellement et ce que les gens qui jouent au jeu ressentent. Soyons clairs, je comprends leurs demandes, je comprends qu'avec 50-50 d'aileron et énormément d'angle direction, passer flat partout, c'est pas quelque chose de vraisemblable ni même réaliste. Et si encore une fois je comprends leurs demandes et que c'est surtout par rapport au online parce que ça risque de créer une méta qui sera exploitée par tout le monde, moi en tant que joueur principalement solo, j'ai pas besoin ni même envie d'un changement, d'un réajustement au niveau de la physique. Et encore une fois, je me dois d'insister que c'est une simple divergence d'opinion. J'estime que le jeu mérite pas le bashing qu'il a pris parce que pour monsieur, madame, tout le monde qui va jouer au jeu, c'est pas excessivement important. Surtout pour quelqu'un qui va jouer solo. Et qu'on devrait peut-être un peu plus se focaliser sur le prix du jeu qui est absolument abusé, mais encore une fois, on en parlera plus tard. Un des arguments que j'aime le moins autour de cette anti-casualisation ou anti-accessibilité du jeu, c'est que la scène e-sport va s'en retrouver atteinte. C'est que effectivement, même en ligne, tout simplement, ce sera plus le niveau qui va parler. Ce qui est complètement con comme manière de penser. Vous connaissez Trackmania? Parce que c'est très facile à prendre en main et je suis certain que beaucoup parmi vous, dès leur 4e ou 5e essai, sont allés chercher une médaille d'or, voire même une médaille hauteur. Mais j'en mets beaucoup parmi vous au défi d'aller gratter les temps qui sont au sommet du leaderboard. J'en mets beaucoup parmi vous au défi d'aller taper les Jarno Opmeer du monde de Trackmania. Parce que c'est compliqué, c'est très compliqué. C'est pas parce qu'un jeu est facile à prendre en main que la scène e-sport est nulle à chier. Et c'est pas non plus parce qu'il y a une seule méta exploitable, ou en tout cas qu'on en a découvert une grosse d'entrée de jeu, que la scène e-sport va en pâtir. Parce qu'il y aura toujours des gens qui arriveront à exploiter cette méta mieux que d'autres, parce que d'autres gens trouveront une méta qui marchera sûrement mieux, mais j'ai l'impression que je suis en train de me perdre sur une tangente qui finalement ne me concerne pas vraiment, que les Jarno Opmeer et Lucas Blakely auront certainement beaucoup plus raison que moi dès lors qu'il s'agit d'e-sport, et qu'encore une fois, la fin de ma pensée, c'est qu'en tant que joueur solo qui s'en bat complètement les couilles de jouer multi, les changements, je les vois d'un œil plutôt positif. Sentez-vous libre d'être en désaccord avec moi dans l'espace commentaire, mais restez civil. Maintenant qu'on a parlé en long en large, pas vraiment du modèle de conduite, mais de la controverse qui se trouve autour, et que j'ai finalement réduit l'argument à jouer au jeu et faites-vous une idée merde, qui est, oui,
Pas très vendeur de ma part, effectivement. J'aurais pu vous mentir et faire comme tout le monde, dire que c'est nul à chier parce que la négativité crée des clics. On va parler de choses quelque peu positives, quelque peu intéressantes. Comme notamment le fait que oui, beaucoup de circuits ont été mis à jour. Alors oui, Spa est glorieux, ils ont rajouté les dessins dans le run-off au Qatar, mais il y a des circuits comme Suzuka et Gilles Villeneuve qui manquent encore cruellement d'amour. Je donne le crédit là où le crédit est mérité, mais c'est quand même putain d'abusé qu'on ait eu à attendre aussi longtemps pour avoir les mises à jour des circuits. Ça, c'est moi que ça... Ouais, je pinaille un peu. J'ai vaguement parlé des F2 tout à l'heure, elles sont présentes dans le jeu, oui, mais on n'a que les F2 de 2023, comme d'habitude. Au lancement, on n'a pas les F2 de l'année en cours, et ça viendra plus tard dans une update. Pour l'instant, j'ai pas vraiment pu gratter les options de customisation, les skins et casques et autres conneries étant... dans le Podium Pass, et le Podium Pass est pas lancé, donc on en a qu'un. Le nouveau modèle de pneumatique est très intéressant, maintenant le blocage de roues nique réellement vos pneus, très content de voir que de la technologie d'Air Factor, un jeu qui a 18 ans, se retrouve maintenant dans Formula One 24. La nouvelle gestion de l'ERS est formidable, je suis content de pouvoir enfin passer en state of charge maximum, ou genre juste batterie zéro, juste pour pouvoir recharger, c'était assez flou dans les jeux des années précédentes quand on s'intéressait pas à comment ça marchait. Là maintenant on peut juste mettre zéro et recharger, c'est cool. Les IA sont, ma foi, intéressantes pour l'instant, alors je sais pas si ça se sera mis à jour aussi, mais dans certains secteurs sinueux, elles sont graves à la peine, et dans certaines lignes droites, on dirait des MiG-25 Foxbat, c'est-à-dire que ça va à Mach 2,2, et que toi, t'es un petit peu laissé pour mort. Le menu est très similaire à l'an dernier, et ça m'emmerde déjà d'avoir une pub pour le EA Access dès que je lance le jeu, merci beaucoup. Et ensuite, est-ce qu'il y a moyen de mettre course et contre-la-montre, genre, dans le menu principal? Pourquoi je dois me faire chier à me farcir 2 sous-menus avant de pouvoir enfin voir le putain de mode? C'est le premier truc que tout le monde fait quand il achète un nouveau jeu de course, il voit comment ça se conduit, donc il veut tourner tout seul, non? Enfin, et que moi, vous vous jetez tous en mode carrière, sinon directement, laissez-moi savoir en commentaire. Et maintenant, je vais parler de quelque chose dans un peu plus de détails, quelque chose que j'ai trouvé très très bon, et ça je vais en parler, c'est le revamp du mode carrière. Les modes carrière, c'est généralement quelque chose que je peux vivre sans, il n'y a aucun problème. Donne-moi juste la possibilité de renommer le pilote, comme ça a pu être le cas dans Formula One 97. Je suis vieux et je suis paré pour faire 17 saisons chez Tyrrell, il n'y a aucun problème. Mais c'est vrai que de gérer sa petite carrière au sein du microcosme Formule 1 avec les limitations qu'un jeu annuel peut donner, c'est-à-dire devoir se taper la même saison en boucle, mais tu me diras, ça c'est pas tellement différent de ce que je faisais aussi, c'est très très cool. À la vérité, cette année, ils ont fait énormément d'efforts. Déjà, quelque chose qui apparemment a été beaucoup demandé, moi personnellement j'en ai rien à foutre, mais je suis content que ça ait été rajouté, tu peux gérer la carrière d'un autre pilote. Tu peux faire une carrière Trateo pour cher, Max Verstappen, donner sa première victoire à Lando Norris. Peut plus faire cette vanne. Donner sa première victoire à domicile à Charles Leclerc. Celle-là... non plus. Ou alors fulfille la destinée du GOAT lui-même, Pastor Maldonado. Non, celle-là, ça marche. Alors oui, du coup, ils ont rajouté des pilotes iconiques comme Pastor Maldonado, qui est, qu'on le veuille ou non, une icône du sport. James Hunt, Ayrton Senna, Jacques Villeneuve, qui a l'air atteint de mucoviscidose. Qu'est-ce que c'est que cette putain de modélisation 3D? Ou même des pilotes e-sport, ou encore Amy Chadwick. Bref, vous pouvez prendre des gens qui existent, si c'est vraiment ce que vous voulez faire. Moi, personnellement, encore une fois... je m'en branle un peu. Si par contre vous voulez vivre votre propre histoire, vous avez toujours accès au même putain d'avatar que d'habitude. Et autant c'est pas quelque chose qui me chagrine plus que ça, autant plutôt que de nous vendre pendant 2 ans des canapés avec des pit stop coins, vous auriez pu, je sais pas, nous permettre de mettre une petite beubare, une petite coupe au boug. Ce serait pas mal quoi. Là par contre je pinaille plus du tout, c'est les efforts de présentation qui ont été faits autour du mode carrière, c'est les nouveaux ajouts au mode carrière qui sont juste très très bien. Premièrement oui, il y a un peu plus de présentation, que ce soit la cinématique d'intro où t'es à Monaco, vu sur le port et où ton agent arrive en te disant « Ah regarde, il y a un contrat à signer, c'est génial !» Cette cinématique d'introduction à la saison qui est, à mes yeux, vachement mieux que juste point. Parce que tu vois de quoi je parle ou pas? C'était quand même un peu lame, parce que tous les ans tu voyais la même monoplace, donc quel était le projet? Donc oui, il y a un effort de présentation, on est très content. Après, au niveau du mode carrière lui-même, il y a plein de choses qui ont changé. La notation du pilote, que ce soit toi ou les autres, elle est maintenant fluide. Dépendant des résultats des pilotes, dépendant de leur agissement en course, cette note elle va monter ou baisser. Re-bienvenue dans le système scolaire, ça faisait longtemps. Tu as en plus des micros-objectifs pendant les séances qui te seront donnés aléatoirement par ton ingé à la radio, et ça pareil, être capable de les atteindre ou non, ça aura un impact sur ta notation globale. Donc non seulement c'est très cool et très tangible, mais en plus ça a une influence dans ta relation avec ton équipier, puisque maintenant les conflits internes sont gérés de manière totalement différente. Si avant tu devais juste dominer ton équipier et c'est bon, tu es tranquille, aujourd'hui le fait de le dominer
ou pas va influer aussi sur le développement de la voiture. L'équipier IA peut choisir de développer comme un connard la fiabilité de la boîte de vitesse, un truc que personne ne fait la première saison, alors que toi tu veux rajouter de la perf et du coup tu veux, je sais pas, ou un peu de puissance pour ton moteur. Et si t'es second pilote avec un statut précaire, t'auras moins de points de ressources qui te seront distribués que ton coéquipier. Ça du coup, ça permet réellement d'influencer le path of upgrade de la voiture. Donc c'est super cool parce que ça risque de créer de vrais conflits entre toi et le putain d'ordinateur de con qui va choisir de faire de la fiabilité alors que t'as une voiture qui avance pas. En mode Moto GP 23 où ton putain d'équipier veut développer la puissance moteur alors que vous êtes sur Ducati. J'ai volé cette réplique à quelqu'un dans le chat, mais en gros, c'est ça. Mention spéciale aux petites animations quand tu es plus rapide que ton putain d'équipier et que tu le domines nettement, parce que je trouve ça hilarant d'avoir Albon en mode miskin derrière moi. Ou derrière Pastor Maldonado. C'est muy spectaculaire. J'ai pas encore eu l'occasion de creuser vraiment le nouveau système de rivalité, mais de ce que j'ai compris, ton comportement avec ton rival risque d'avoir un impact sur la manière dont ce dernier conduit. Or, si t'es un sac à merde, il risque d'être un peu plus un sac à merde, et donc ça pourrait créer plus de collisions. Et si tu joues avec les dégâts activés, et qu'ils arrivent à régler le petit problème qu'il y a avec le modèle d'accident actuellement... Oh, la physique... Oh putain! Bah ça pourrait te faire perdre des points bêtement. On espère juste que le système de pénalité pour les IA est un peu mieux branlé qu'avant. Juste un peu. Il y a aussi quelque chose qui a été rajouté qui est tout nouveau, c'est les meetings secrets. C'est secret, c'est discret. Ouh. En gros, au beau milieu de ta saison, tu peux avoir une discussion si tu es chez Williams avec, je sais pas moi, des représentants de chez Alpine par exemple. Tu peux donner suite ou pas. Et si tu donnes suite, il y a un risque que ton équipe actuelle en entende parler, ce qui peut te mettre en délicatesse avec cette dernière. Et ça, c'est grave cool. On en est à un point où je considère que le mode carrière est presque devenu un mini RPG au même titre qu'un mode carrière à la NBA 2K. Et la seule chose qui me chagrine réellement et dont j'ai besoin de parler avec ce mode carrière là, c'est le fait que la F2, encore une fois, n'a absolument aucune putain d'importance. Parce qu'après avoir fait une courte saison de F2 et après avoir montré les dents, et après avoir choisi une académie, comme on te le demande en début de saison, et ben ça n'avait pas de réelle influence sur chez qui je pouvais signer. Je pouvais quand même aller chez Red Bull alors que j'ai signé pour l'académie Mercedes. Alors effectivement, peut-être que ça peut avoir une influence sur tes termes de contrat en début de saison, mais ça reste dommage que ça te ferme pas une porte. Tu vois ce que je veux dire? Genre qu'il y ait une réelle cohérence. Après, le mode carrière, il est bien, là, c'est moi qui pinaille comme un enfoiré, hein. Alors du coup, comme on arrive sur la fin de cette vidéo, et comme j'ai donné un avis relativement positif du jeu, tu te doutes sûrement que je vais te dire, franchement, je recommande le jeu. Non. Je vais laisser tomber les grivoiseries habituelles et les blagues pour vous dire très sérieusement que le jeu ne vaudra jamais 70 balles. Parce qu'ils ont beau essayer derrière de faire les mecs bien en disant « Regarde, t'as une remise fidélité de 15% si t'as les jeux de l'année précédente. J'ai les jeux depuis 95, fils de pute, tu devrais faire une plus grosse réduc que 15%. » Surtout qu'il s'agit quand même simplement d'une actualisation annuelle. Oui, il y a du travail qui a été fait et je peux pas enlever ça à Codemaster, mais non, ça ne vaut pas 70 ou 90 balles et Electronic Arts peut aller chier dans un bol. Dans un monde parfait où j'ai décision sur absolument tout, quand vous achetez un jeu de sport et que le moteur ne change pas d'une saison à l'autre, vous payez une fois 60 € parce que c'est le prix d'un jeu neuf, et tous les ans vous payez 35 € pour avoir l'actualisation, sachant que vous pouvez ne pas payer l'actualisation et que ça m'en touche une sans bouger l'autre. On a vu ça une fois de mémoire avec PES qui, je crois c'est entre 2020 et 2021, avait permis aux joueurs de simplement updater le jeu pour 29 € et pas juste te forcer à acheter à nouveau un jeu à 70 balles. D'autant plus que là, on est face à une pratique assez dégueulasse d'Electronic Arts qui va te mettre un jeu hors de prix, à 70 balles pour une actualisation annuelle, encore une fois, et qui à côté va proposer une édition encore plus chère, à 90 balles, en te disant que non mais c'est l'édition des champions, tu peux jouer 3 jours en avance et machin, il y a tout ça. Malgré tous les trucs qu'on rajoute, t'es pas con, tu sais que 90 balles c'est trop cher. Et alors en comparaison, le prix initial à 70 balles, bah paraît pas si exagéré que ça. Sauf que la triste réalité des choses, c'est que 70 balles pour moi c'est 2 semaines de course en prenant que du premier prix, ou une semaine en me mettant bien avec des petits pots Italians do it better. 70 balles c'est une facture d'eau, c'est ma facture de téléphone, d'internet et ma mutuelle en un coup. 70 balles, c'est une mensualité en 4 fois sur un truc que j'ai pas pu acheter en une seule fois. 70 balles, c'est beaucoup, beaucoup d'argent, surtout à l'heure d'aujourd'hui. Alors non, je ne vous recommande pas d'acheter le jeu neuf. Est-ce que je vous recommande d'acheter le jeu? Oui, en promotion, à moins de 40 €, pourquoi pas? Oui, sur un site de clés, et je dis ça en sachant clairement que les sites de clés sont pas l'endroit le plus moralement positif où acheter ces jeux. On sait qu'il y a des clés volées sur les G2A, Instant Gaming et autres sites de clés. Ce que je vous recommanderais de faire, en règle générale, c'est
si vous achetez un jeu indé, de l'acheter sur Steam, et si vous achetez un jeu d'une grosse compagnie qui mérite pas réellement votre blé, comme Electronic Arts par exemple, oui effectivement là on peut envoyer la moralité se faire mettre. Oui le jeu est bien, mais pas bien au point où t'as besoin de payer aussi cher. Alors par contre, si 70 balles c'est que dalle pour toi, si t'as économisé cet argent spécifiquement pour acheter le jeu, et advienne que pourra, me laisse pas te dire quoi faire de ton blé. On a beau nous appeler influenceurs, nous les connards qui faisons des vidéos sur internet, vous êtes quand même libres de vos faits et gestes. Mais j'aimerais rappeler une dernière fois que si le jeu vous plaît pas tant que ça, vous pouvez vous faire rembourser. J'aimerais rappeler une dernière fois qu'il y a des manières pour essayer le jeu qui vous permettront de ne pas risquer tout votre argent, et j'aimerais surtout vous dire à tous de penser à vous mettre à l'abri d'abord, et ensuite de dépenser de l'argent dans ce genre de truc. Parce que pour moi, ce jeu, même si je l'ai payé 90 balles ou un petit peu moins avec ma remise fidélité, eh ben, c'est un frais de société. C'est quelque chose qui, entre cette vidéo et les streams, va être remboursé, et je sais que je vais faire de l'argent en dépensant cet argent. Mais je sais que pour beaucoup, 70 €, c'est tout l'argent dont ils disposent pour une semaine, et c'est pas juste le budget bouffe, c'est aussi leur budget transport et leur budget loisirs. Si tant est qu'on puisse réellement se permettre des loisirs avec un budget si serré. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je suis Clippy-Da-Clip. Vous pouvez me suivre absolument partout où ça s'affiche. Je me suivez pas dans la rue, hein, ça sert à rien, je donne pas l'aspi. Mais si vous me voyez, vous pouvez venir dire bonjour quand même. Il y en a beaucoup sur Insta où vous êtes timide, vous me dites oui je t'ai vu mais j'ai pas osé venir. Mais venez m'emmerder, venez demander une photo. Le coup de boost à l'ego que vous mettez, il est génial, il est incroyable. Bref, on se retrouve sur Twitch. Normalement, le jour où sort cette vidéo, on est en live à 20 h, donc venez me voir. Enfin, si c'est samedi ou vendredi. Si c'est dimanche, alors j'ai complètement foiré ma semaine. Bref, c'était Clippy-Da-Clip. Bisous.